19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 30 avril 2025. Les membres de la brigade de veille a, dans une déclaration ce mercredi soir, condamné la énième tentative du coup d'État contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le bureau de la coordination de la brigade de veille apporte son soutien sans condition au capitaine Ibrahim Traoré. Un extrait avec Ali Hassan. Nous sommes plus que jamais convaincus que l'AS est une pente, et sur une pente raide, pour citer Sankara, avec à gauche et à droite des précipices. Et elle n'a d'autre choix de pédaler où elle tombe. Comme nous ne voulons pas tomber, nous allons pédaler. Advienne que pourra. N'en déplaise ou détracteurs. Nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers le Burkina et le respect de l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré. Nous saluons la vigilance des forces de défense et de sécurité et de toutes les forces vives burkinabées, notamment les VDP, dans la préservation de l'intégrité du Burkina Faso. Il est crucial sur cette affaire que les responsables soient identifiés et sévèrement punis. Nous appelons nos frères du Burkina Faso à l'unité face à cette situation voulue et entretenu par impérialistes occidentaux. Nous restons solidaires et déterminés à soutenir les efforts de nos trois chefs d'État de la Confédération du Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général d'armée Abdrahman Chani, visant à garantir notre souveraineté. La coordination des brigades de veille exprime sa préoccupation et condamne avec la plus grande fermeté les attaques lâches et barbares dans la région de Tillabéri, notamment Fabinta, Makolondi, Sakwara, etc., causant la perte tragique de vies innocentes et blessant de nombreuses autres personnes. Cet acte inhumain constitue une atteinte inacceptable à la paix, la sécurité et l'humanité. Nos pensées et nos prières vont aux familles des victimes en ces moments sombres de deuil et de douleur. Nous exprimons notre solidarité à toutes les personnes touchées par la tragédie. Face à cette situation aveugle, il est crucial de réaffirmer notre détermination collective à lutter sans relâche contre le terrorisme sous toutes ses formes. Nous restons unis et inébranlables dans notre engagement à défendre notre patrie. La coordination des brigades de veille appelle les autorités à une action concrète pour identifier le commanditaire et souteneur de ces actes criminels et de renforcer la coopération en matière de sécurité et de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Nous demandons au gouvernement de multiplier les recrutements militaires des jeunes et appelle le peuple nigérien à rester uni
autour des idéaux de notre refondation. À l'instar des autres syndicats, les organisations socio-professionnelles des médias s'activent également dans les préparatifs de la fête du 1er mai. Ces syndicats ont profité de l'occasion pour présenter des doléances. Dans un reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Jouant un rôle très important dans la société, les médias à travers les agents ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête des travailleurs. En dehors des couvertures médiatiques, les travailleurs des médias participent activement aux festivités du 1er mai de différentes manières. Notre collectif des organisations socio-professionnelles des médias, plus précisément également notre syndicat. Nous sommes à pied d'œuvre pour cette préparation, comme je l'ai dit, et nous sommes affiliés à la centrale UDTN. Donc en ce qui concerne cette organisation, nous sommes déjà fin prêts. Les préparatifs, en tout cas, vont bon train, on peut dire, pour marquer cette célébration à travers ce qu'on a l'habitude de faire, les défilés au niveau donc, de nos différentes structures. Pour ce qui est de notre syndicat, à savoir le SYNATIC affilié à la CNT, effectivement, nous comptons marcher aux côtés de notre centrale d'affiliation. La fête du travail est aussi une occasion pour les travailleurs des médias de présenter leurs doléances. La célébration se tient dans un contexte très difficile pour les hommes et femmes des médias avec plusieurs arriérés de mois de salaire, comme vous le savez déjà. Il y a aussi la question d'immatriculation à la caisse au niveau donc, des organes de presse. Il y a aussi le fonds d'aide à la presse. Il y a aussi également le contrat au niveau donc, de tous ces organes de presse. L'accélération, comme je l'ai dit, de l'installation de l'Observatoire national de la communication et la mise en œuvre effective aussi de la convention professionnelle, n'est-ce pas, de la presse, également l'accès à la publicité. Ce que nous attendons de la part donc, du nouveau ministre, c'est d'aller dans le sens d'une réponse rapide et urgente aux préoccupations soulevées par les professionnels des médias. Cette fête des travailleurs est célébrée dans le monde entier pour honorer la mémoire des travailleurs suite aux événements tragiques de Chicago, tout en plaidant la cause des droits des travailleurs dont figurent leurs conditions de vie et de travail. Un partenariat stratégique a été officiellement lancé entre Ninetec et Starlink. Baptisé Ninetec Starlink, ces projets ambitieux visent à étendre l'accès à Internet haut débit à travers tout le Niger, y compris dans les zones reculées, nous rapportent Sakinat Sadou et Boubacar Souley. Le siège de Ninetec a accueilli ce jour le lancement officiel de Nin Starlink, fruit d'un partenariat stratégique entre Ninetec, entreprise nationale d'innovation technologique, et Starlink, fournisseur mondial de services Internet par satellite. Cet événement marque une avancée majeure pour l'inclusion numérique et le développement des infrastructures technologiques au Niger. La cérémonie a été ouverte par l'allocution du directeur général de Ninetec qui a souligné les multiples retombées positives attendues de cette collaboration. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est un levier de transformation sociale et économique qui permettra de faire fonctionner les plateformes de e-learning sans interruption, même dans les écoles rurales les plus isolées, développer la télémédecine en mettant en relation des patients locaux avec des spécialistes à Niamey ou à l'étranger, faciliter le commerce en ligne en ouvrant les portes du numérique aux producteurs, artisans et entrepreneurs, accélérer la décentralisation de l'administration qui pourra désormais travailler en temps réel où qu'elle se trouve et offrir aux jeunes créateurs de contenu la possibilité de diffuser leurs talents sans friction, sans latence et sans frontières. C'est cela le cœur de Nin Starlink. Ce n'est suivi une présentation technique du produit Nin Starlink par Dr Ibrahim Moussa, directeur de la stratégie et des partenariats de Ninetec. Il a détaillé les spécificités du dispositif, sa facilité de déploiement ainsi que sa capacité à offrir un Internet haut débit stable, avec un accent particulier sur l'accessibilité pour les institutions, les entreprises et les ménages. Le représentant de l'ambassade des États-Unis a ensuite pris la parole, saluant cette
cette initiative innovante qui témoigne de la solidité des relations bilatérales entre les deux pays. Aujourd'hui marque une étape importante pour la connectivité numérique du Niger. Le gouvernement des États-Unis est fier de soutenir des partenariats qui favorisent l'investissement, encouragent la diversification et le renforcement économique et développent l'infrastructure numérique nécessaire pour une économie moderne et résiliente. Des priorités clés pour les États-Unis, également clés pour le Niger. Quant au directeur général de l'ARCEP, autorité de régulation du secteur, il a mis l'accent sur l'importance de garantir un cadre réglementaire favorable à l'innovation tout en assurant la protection des consommateurs. En tant qu'autorité de régulation, l'ARCEP se tient fermement engagée à accompagner et à encadrer ce type d'initiative en veillant à maintenir un environnement réglementaire propice à protéger les droits des consommateurs et à stimuler une saine concurrence au service du développement de notre économie numérique. Nous croyons fermement que seul un partenariat fort entre le public et le privé permettra de bâtir un écosystème numérique souverain, résilient et performant, à même de porter haut les ambitions du Niger dans le concert des nations modernes. Enfin, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies, Ali Aji-Salatou, a clôturé la série d'allocutions en mettant en lumière l'importance stratégique de ce projet dans la politique nationale de digitalisation. Le lancement des services NIN Starlink par Ninetec facilite l'accès à ces kits à tous les Nigériens. Au-delà d'un service, NIN Starlink incarne une vision d'un Niger connecté, souverain, équitable, où chaque citoyen a un droit plein et entier à l'accès à l'information, au savoir et surtout à l'économie numérique. Nous saluons l'engagement de Ninetec, entreprise 100% nigérienne, qui démontre que l'excellence technologique pénètre et rayonne depuis notre sol. La souveraineté numérique se construit par des actions concrètes comme celles que nous célébrons. Un Niger souverain qui maîtrise ses données, déploie ses infrastructures et connecte ses citoyens selon ses priorités dans le respect de sa vision et de ses valeurs. Le gouvernement soutient pleinement les initiatives qui renforcent notre économie numérique, notre souveraineté technologique et continuera à favoriser l'émergence de solutions locales innovantes et responsables. La connectivité est un levier de justice sociale, de progrès économique et d'épanouissement culturel. L'initiative de Ninetec avec Starlink est un pas de plus vers un Niger inclusif et innovant. La cérémonie s'est conclue par un échange interactif entre les médias, le directeur général de Ninetec et Dr Ibrahim Moussa, permettant d'approfondir plusieurs aspects techniques, stratégiques et pratiques liés au déploiement de NIN Starlink. Ce lancement marque un tournant décisif dans la marche du Niger avec une connectivité moderne, inclusive et souveraine. La salle de réunion de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a abrité ce jour 30 avril le premier congrès extraordinaire du syndicat des travailleurs de la dite agence dénommée Centrapa. Des conclaves d'une journée qui ont porté sur quelle contribution du syndicat national des travailleurs de l'ANPE suite au décret 2023-154 PRN/MET PS du 10 février 2023. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Faire preuve de sa vivacité, mais aussi de la démocratie en son sein, ainsi que du respect de ses textes fondamentaux, tels sont entre autres soucis ayant conduit le syndicat national des travailleurs de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi à l'organisation du présent congrès extraordinaire. Ces assises premières du genre, qui enregistrent la présence des délégués de 8 régions du pays, portent sur la contribution du Centram suite au décret numéro 2023-154 du 10 février 2023. Occasion pour le secrétaire général de ce jeune et dynamique syndicat de planter le décor des travaux. Nous aurons au cours de cette journée d'intenses travaux où d'éminents conférenciers vont nous entretenir sur cette question, à échanger et à passer au peigne fin les mots qui nous assaillent. Revoir nos textes fondamentaux, mais aussi et surtout s'apaisantir sur le thème
de notre congrès afin de prendre des recommandations, résolutions et propositions qui seront à même de contribuer efficacement pour la bonne mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi. Pour ce faire, je demande aux camarades congressistes de rester assidus, très contributifs et participatifs lors des débats afin que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés. Ce syndicat, faut-il le souligner, est affilié à la centrale syndicale CNT, dont le premier responsable a salué la tenue de ce congrès, tout en exhortant les participants à prendre en compte le contexte actuel du pays au cours de leurs échanges. La tenue des instances d'une organisation dénote de sa vivacité, mais aussi de sa démocratie interne, à pouvoir régler les préoccupations d'abord de l'organisation, mais également prendre en compte les préoccupations des militantes et des militants. Je voudrais, au nom du bureau exécutif confédéral de la CNT, vous suggérer de tenir compte de la nouvelle donne, ou sinon j'allais dire de la nouvelle marche de notre pays. Ce congrès se tient à un moment où le pays est confronté à diverses préoccupations. La question sécuritaire de notre pays, mais également, n'oublions pas que nous sommes dans l'ère de la refondation. Les recommandations et les résolutions que vous aurez à prendre doivent s'inscrire dans le cadre de la charte que nous nous sommes donnée après les assises nationales. Il faut en tenir compte pour le bien-être d'abord de votre organisation, mais aussi et surtout de votre institution. Quant aux responsables de tutelle, ils ont pour leur part souligné la pertinence du thème objet de ces conclaves et loué la bonne collaboration du Centrap avec l'administration. Ce thème est particulièrement intéressant dans la mesure où il porte sur un texte fondamental pour notre agence, en ce sens que celui-ci consacre le changement de son statut juridique en le passant d'un établissement public à caractère social à un établissement public à caractère administratif EPA. J'ose espérer que l'examen minutieux que vous ferez de cet instrument vous permettra de bien comprendre la refondation connue par l'ANPE. Il me plaît aussi de rappeler que depuis la création du syndicat national des travailleurs de l'ANPE, Centrap, en 2023, la direction générale de l'ANPE n'a ménagé aucun effort pour le soutenir dans l'accomplissement de ses missions à chaque fois que de besoin. Les établissements publics sont créés par voie réglementaire, alors que les catégories d'établissements les sont par voie législative. L'EPA est constitué par les établissements publics chargés de la gestion d'un ou plusieurs services administratifs. L'EPA est soumis au contrôle des différents corps de l'État et de l'administration de tutelle. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que le syndicat national des travailleurs de l'ANP réalise à travers ce premier congrès extraordinaire qui augure des perspectives heureuses pour ce jeune syndicat en vue d'une promotion de l'emploi plus efficace et une réussite des réformes entreprises au sein de l'ANP. Du sport dans cette édition avec le lancement cet après-midi à l'Académie des Arts Martiaux de la deuxième édition du tournoi de handball organisé par un jeune amateur de cette discipline sportive. Ce tournoi est parrainé par le chef de canton de Maine-Soroa, l'honorable Kachala Gasso, Ismaël Mouni Nasser Sedou. Offrir aux handballeurs de Niamey une compétition de haut niveau pour la mise en jambe figure parmi les raisons de l'organisation de cette compétition. Cette dernière est appréciée par la Ligue régionale de handball de Niamey. Ce tournoi s'inscrit dans une dynamique porteuse, celle de mettre le sport au service de notre société. Le thème retenu de ce tournoi en explique. C'est une école de vie, le handball, un projet d'unité et de levée de paix. Il rassemble, il inspire, il élève. Dans un contexte où notre nation a besoin de toutes ses forces vives pour se maintenir debout, le sport offre un langage universel capable de fédérer, d'éduquer et de renforcer le sentiment d'appartenance à une même patrie. Cette compétition qui va durer du 30 avril au 7 mai prochain est l'initiative d'un jeune
amateurs de cette discipline sportive du nom de Yacouba Amadou. Ce tournoi, placé sous le thème « Contribution du sport dans la conquête de la souveraineté nationale, sauvegarde de la patrie », intervient dans un contexte où notre pays fait face à des multiples défis. Défis sécuritaires, défis de la conquête de notre souveraineté nationale, défis d'employabilité des jeunes et de la lutte contre le chômage des jeunes. Comme vous le savez, le sport est un véritable facteur de brassage, de solidarité et de fraternité. Ainsi, nous osons espérer que durant une semaine de compétition, ce tournoi nous sera un cadre approprié pour véhiculer les messages de paix, de tolérance, des valeurs sur la citoyenneté responsable, l'amour de la patrie et le don de soi pour désormais un Niger émergent, libre, prospère, où il fait bon vivre. Ces 1285 km parcourus par le chef de canton de Méné-Soroa, l'honorable Kachalou Gassou, afin de venir parrainer ce tournoi à Niamey. Le parrain n'a pas manqué de remercier l'organisateur pour cette initiative. Un événement très important. Un événement à travers lequel aujourd'hui beaucoup de jeunes étaient réunis et que aujourd'hui les Nigériens comptent beaucoup sur sa jeunesse. C'est vraiment une bonne chose. Je les encourage et je les remercie. J'exprime vraiment toute ma reconnaissance à M. Yacouba et son équipe pour cette marque de considération que nous n'avons jamais vue. Ces 11 clubs de Niamey, dont 7 en hommes et 5 en dames, qui participeront à ce tournoi. L'organisateur du tournoi a remis également des témoignages de satisfaction à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette compétition. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le sujet d'aujourd'hui traite de la répression des crimes de guerre. Un thème qui sera traité par Alfred Goubadje, juriste président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème sur la répression des crimes de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par répression? Alors, le terme répression désigne généralement l'adoption des dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires nécessaires pour prévenir et sanctionner les violations de droits. Vous savez, en période de conflit armé, les différentes parties au conflit violent souvent les lois et coutumes de la guerre, ce qu'on appelle les crimes de guerre. Le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, organise de la façon dont le conflit doit se mener. À défaut d'interdire la guerre, le droit international humanitaire intervient pour l'humaniser en créant des garde-fous. Voilà comment la guerre doit se faire, voilà qui il faut toucher, voilà qui il ne faut pas toucher, les biens qu'on doit toucher, les biens qu'on ne doit pas toucher. C'est une façon d'humaniser la guerre. Mais force est de constater que sur le théâtre des hostilités ou sur le champ de bataille, les parties au conflit sont appelées souvent à violer les règles du droit international humanitaire. C'est pourquoi les conventions de Genève ont prévu des mécanismes de répression. Vous avez l'adoption du statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale, qui prévoit un certain nombre d'infractions, qui prévoit la répression des crimes de guerre et qui peuvent être poursuivis au niveau de certaines juridictions. Donc, s'agissant, comme je l'ai dit, de la répression, elle désigne cette volonté, elle désigne cet ensemble de textes ou de dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires en vue de prévenir ou de sanctionner les violations de ces règles garantissant ou organisant la guerre. Alors, s'agissant cette fois-ci de la notion de crime de guerre,
Il s'agit des infractions graves ou de violations graves contre le droit international humanitaire. Différents crimes contre l'humanité ou crimes de génocide qui sont des violations contre les droits de l'homme peuvent être commis par les parties sur le théâtre des hostilités. Ces crimes qui sont commis dans ce contexte-là, dans le contexte de conflits armés, sont soit dirigés contre des personnes ou des biens qui sont protégés par le droit international humanitaire. Les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et le protocole additionnel cité tantôt, interdisent par exemple de toucher les lieux de culte. Les lieux de culte par vocation sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Les écoles, les hôpitaux sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Donc vous voyez qu'en prenant pour cible les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les canaux d'eau, etc., là, la partie à l'origine de ces violations-là commet ce qu'on appelle les crimes de guerre. C'est un crime de guerre, puisque c'est des biens protégés. Alors, ces crimes sont dirigés vers des individus ou vers des biens. Quand vous touchez, par exemple, des populations civiles qui ne prennent pas part au conflit, vous commettez des crimes de guerre, puisque les conventions en droit international humanitaire ont interdit de s'en prendre aux personnes qui n'y participent pas. C'est pourquoi, par définition, le droit international humanitaire, c'est cet ensemble de règles qui a pour vocation de protéger les personnes qui n'y participent pas ou qui, avant participaient, mais ont cessé de participer au conflit. La deuxième composante, c'est que ces violations peuvent être dirigées contre des biens, tels que les écoles, tels que les hôpitaux, tels que les canaux d'eau, et tout ce qui est vital à la survie des populations. Il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à l'État dans ce contexte. Mais vous pouvez constater que parmi ces crimes, on a les crimes contre l'humanité, on a les crimes de génocide, par exemple l'intention de tuer à grande échelle, le meurtre, le génocide de toute une partie de la population. C'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis, c'est des génocides, des crimes de génocide. Donc ces crimes sont de la compétence des juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, par exemple. Donc je disais qu'il y a des obligations qui incombent aux États, puisque ce sont les États qui sont partis aux conventions de Genève, qui garantissent la protection des populations civiles ou qui décrivent les lois et les coutumes de la guerre. La première obligation, donc l'État doit se doter d'une législation nationale qui interdise et qui réprime les infractions graves, soit en adoptant une loi distincte à cet effet, soit en amendant des lois existantes. Déjà, comme nous l'avons dit, au Niger, par exemple, l'État du Niger est parti aux conventions de Genève. Ouais. Donc, l'État a cette obligation, soit d'adopter des lois nouvelles allant dans ce sens, ou bien d'harmoniser les anciennes législations dans ce sens. La deuxième obligation qui incombe à l'État, c'est de rechercher et poursuivre les responsables présumés d'infractions graves au droit international humanitaire. Il doit les déférer devant ces tribunaux ou les extrader pour qu'ils soient jugés devant un autre État. Souvent en cas de manque de volonté politique, puisqu'il peut arriver des cas dans certains pays ou dans certains États qu'il n'y ait pas cette volonté politique de pouvoir poursuivre les auteurs des violations. Donc c'est en ce sens que la Cour pénale internationale peut se substituer aux juridictions nationales pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces infractions. La troisième obligation qui incombe à l'État, c'est qu'il doit se charger, ou bien qu'il doit charger, disons, ses commandants militaires de cesser et de prendre des mesures à l'encontre des personnes placées sous leur autorité qui se rendent coupables de telles infractions. L'État doit encore donner plus attirer plus l'attention des commandants militaires afin qu'ils contrôlent ou bien qu'ils attirent l'attention des hommes sur le terrain pour qu'ils puissent respecter et faire respecter ces lois et coutumes de la guerre. Quatrièmement, l'obligation qui incombe à l'État, c'est les États doivent s'accorder à travers une entrade judiciaire dans toute procédure relative à des infractions graves et à la coopération bilatérale en matière judiciaire. Les États doivent coopérer afin de pouvoir s'entraider et que les auteurs de ces crimes
soient poursuivis. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples d'infractions graves aux conventions de Genève. Vous avez, par exemple, le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Vous avez les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur les discriminations raciales qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre des monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Le fait de priver une personne protégée par les conventions de Genève ou par le protocole additionnel 1 de son droit d'être jugé régulièrement ou impartialement. Vous voyez, donc il s'agit ici d'autant d'infractions. Par exemple, le fait de soumettre également une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou tout autre signe protecteur reconnu. Le transfert par la puissance occupante d'une partie de la population civile dans le territoire ou la déportation, etc. Donc, en fait, le fait déjà de transférer une partie de la population sous protection dans un autre territoire, surtout la population civile, le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Donc, ici, il s'agit d'autant de violations du droit international humanitaire que les parties peuvent commettre. Maintenant, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que quand ces violations sont commises, il revient soit, comme je l'ai dit tantôt, à l'État de poursuivre les auteurs, et s'il n'y a pas cette volonté politique de l'État, il revient effectivement à la Cour pénale internationale, à travers le statut de Rome, de poursuivre les auteurs. Mais les États aussi, entre eux, ont cette coopération ou cette entraide judiciaire afin de pouvoir s'entraider mutuellement et de poursuivre les auteurs des différentes violations. Malheureusement, on constate un peu partout sur le champ de bataille, sur le théâtre des opérations, les violations graves du droit international humanitaire. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons, à travers le Razapresse DIHDH, qui est cette organisation que nous dirigeons depuis 2014, qui œuvre dans la diffusion du droit international humanitaire. Nous avons des actions de sensibilisation, nous avons des actions de formation dans le sens de former non seulement les forces de défense et de sécurité dans la maîtrise du droit international humanitaire, des ateliers de renforcement de capacité des FDS, mais aussi les populations civiles de manière générale, afin qu'elles comprennent le droit international humanitaire. Et cela, c'est dans l'optique de prévenir. C'est ça la prévention. Mais sur le théâtre, parce qu'une fois que le message est passé, la formation, la sensibilisation est faite, nous pensons que sur le théâtre des hostilités, eh bien, les parties au conflit vont intégrer la dimension du droit international humanitaire et cela va aider à réduire considérablement la violation des droits des parties sur le théâtre des hostilités. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la répression des infractions et crimes de guerre.